Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici en grand nombre. On va commencer simplement par des questions à main levée pour savoir un peu où vous êtes rendu dans vos données de votre côté. Première question. Qui pense que les données d'opération sont utiles pour la maintenance dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est utile? Non. Un pourcentage, c'est correct. C'est bon, ça va bien. Deuxième question. Qui peut les consulter facilement, ces données d'opération-là, présentement? Oh, il y a déjà un peu moins de mains qui se lèvent. Troisième question. Automatisé. Ça vous rend tout seul, tout automatisé, vous n'avez rien à faire? Oui, on n'a plus beaucoup de mains qui arrivent, là. Puis qui s'en sert pour planifier la maintenance? Oh, il y en a un. Fait qu'il y a un peu de place à amélioration qu'on va voir. Donc, aujourd'hui, on va regarder pourquoi les données, c'est important, puis pourquoi vous devriez vous en servir pour la maintenance. C'est ça qu'on va faire ensemble pendant les prochains 40 minutes environ. Plan de présentation, j'aime ça quand on sait où on s'en va. On présente la compagnie. Pourquoi aborder les données d'opération dans le congrès de maintenance? Quelles données peuvent être utiles pour faire de la planification, de la maintenance et de l'optimisation? Les méthodes de collecte. Puis la dernière question qui vous intéresse tous, quand est-ce qu'on va intégrer l'IA à tout ça? Parce que c'est tout ça que tout le monde veut faire dans leur usine, mettre du IA. On va voir ça au point 5, quand on peut intégrer de l'IA dans ce monde-là. Petit infopub, ST Maintenance, on est qui? On est une centaine de personnes qui font de la maintenance, qui aident nos clients à améliorer leur département de maintenance. On a des services conseils. On est expert en Maximo, en SAP PM. On fait de la location de personnel. Vous venez nous voir au kiosque pour plus d'informations. C'est tout pour l'infopub. Passons au niveau technique un peu plus. Bon, pourquoi aborder les données d'opération dans le congrès de maintenance? Parce que c'est ça qui aide à optimiser la maintenance préventive principalement. Vous avez déjà plein de données dans vos usines, puis vous devriez vous en servir pour améliorer la maintenance préventive. Au lieu de faire un changement d'huile à tous les temps de jour, si vous savez combien d'heures par jour un équipement roule, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus optimum pour vos départements d'utiliser les données de production pour faire votre maintenance préventive. Pour identifier les causes profondes de panne, ça c'est un point que les gens oublient souvent, mais si j'ai un bris aujourd'hui dans mon équipement, si j'ai accès aux données du dernier mois ou des 2 derniers mois, je vais peut-être voir une tendance qui m'aurait dit que mon équipement était pour briser. Donc, l'utilisation de données pour faire l'identification des causes profondes, c'est vraiment important. Ça vous permet de prédire ce qui va arriver le prochain coup, puis de vous préparer aux prochains problèmes qu'il va y avoir. La maintenance prédictive, tout le monde veut y arriver à ça, mais pour la maintenance prédictive, c'est encore plus de données, puis encore plus d'informations. Si on veut faire de la prédiction sur les vibrations de l'équipement, savoir quand il va briser, mais il faut au moins avoir des données de vibration sur une certaine période pour être capable de prévenir quand est-ce que ça va arriver. On entend beaucoup les usines dire « je veux faire de la maintenance prédictive », mais ils n'utilisent pas la donnée présente. Donc, pour faire de la prédiction et de la prévention, il faut utiliser les données existantes. Puis, si on va voir tantôt, c'est quel genre de données peuvent servir à tout ça, avec certains exemples pratiques chez des clients. Puis, pourquoi aborder ça aussi? Parce que dans la vraie vie, la production et la maintenance, c'est intimement lié. On travaille sur les mêmes lignes de production, souvent c'est les mêmes corps de travail, parfois par les mêmes employés, puis souvent avec le même budget. Fait que s'il y a des données qui existent, il faut s'en servir pour être capable de faire des indicateurs. Tantôt, on nous parlait d'un TRG, mais le TRG, il vient de données de production, puis ça donne de la valeur ajoutée à nos équipements puis à nos départements de maintenance. Parce qu'il y a beaucoup de données de production souvent. On va en avoir beaucoup tantôt, mais dans les usines, des données de production, il y en a des tonnes qui sont disponibles. Puis le mieux encore, c'est celui-là, c'est parce que ça ne vous coûte rien pour les avoir. Vous avez tout en tête, on va mettre des nouveaux capteurs sur la ligne de production, ça va coûter juste 100 000, on va avoir plein de données. Mais vous avez déjà plein de données que vous ne servez pas. Commencez par prendre ce que vous avez, valorisez-les. Puis quand vous allez voir votre patron à la fin de l'année pour dire « Donne-moi 100 000, il faut être encore meilleur que je suis là », bien, vous allez avoir du levier pour avoir un budget et un projet. Commencez par prendre ce que vous avez, valorisez-les, servez-vous-en, puis après ça, ça va être plus facile d'aller chercher de nouvel argent pour des projets d'ingénierie et des projets d'amélioration de données. Puis, c'est une de maintenance préventive, on l'a vu tantôt, mais c'est vraiment important que pour la maintenance préventive, on prenne des données qui sont réelles. Comme disait tantôt les gens de votre limité, Sophie, il me semble que cet équipement-là, il faudrait que je le graisse. On n'est plus rendu là. C'est important. Si on sait qu'un équipement roule 20 heures par jour, puis il faut le graisser aux 80 heures, bien, c'est aux 4 jours. C'est pas. Puis une semaine n'a pas fonctionné, bien, on ne le graissera pas. Ça sauve de l'argent, ça sauve du temps, puis ça permet d'être plus optimum dans nos équipes de maintenance. Puis ça permet de faire de la planification aussi à moyen terme. Quelles données peuvent être utiles? Là, je vais en nommer beaucoup, mais il y en a plein d'autres que ça.
Données environnementales. On est au Québec, c'est important de s'en rappeler. L'humidité varie beaucoup durant les saisons. Puis il y a beaucoup d'équipements dans les usines qui sont sensibles à l'humidité. Puis c'est une donnée que les gens prennent souvent pas en note. Puis quand on parle de données qui peuvent être utiles, c'est encore mieux si c'est historisé. Dire qu'on a la date, puis l'heure où la donnée a été prise. Puis là, je vais radoter un peu. Il faut faire attention que tous nos systèmes de l'usine soient sur la même heure. On a encore des usines qui ont des vieux systèmes de PLC, puis l'heure est bloquée depuis 1982. Fait que si vous prenez la donnée de votre PLC qui est donnée en 82, puis vous la concatez avec votre donnée super IoT qui est à la date d'aujourd'hui, vos tendances d'intelligence artificielle ne seront pas super bonnes. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est important, des données historisées avec la vraie date, la vraie heure. Je vois des gens qui rient dans la salle, donc je pense qu'il y a des gens qui voient des cas dans leur usine directement. Mais c'est des choses qu'on voit encore. Il y a encore des vieux PLC dans les usines, il y a encore des vieilles réseautiques qui n'amènent pas les bonnes dates et les bonnes heures. Mais c'est important qu'on soit historisé toute la même date, la même heure, puis qu'on aille de l'avant. Donc, l'humidité, ça peut être pour ça. Température ambiante dans une usine. Autant dans l'alimentaire que dans les usines de production, la température de la pièce, la température d'un réfrigérateur, la température d'une salle de préchauffe, c'est important de faire de l'acquisition et de l'historiser. On va peut-être se rendre compte que quand notre préchauffe est pas assez chaude, ça me donne un problème de production, ça donne un bris sur un équipement. Mais pour faire ça, il faut avoir nos données, puis les analyser. La température extérieure, on est encore au Québec, comme je disais. Le Québec, ça varie de plus ou moins 50 degrés entre l'hiver et l'été. Ça se peut bien, certains de vos équipements fonctionnent beaucoup mieux l'été ou beaucoup mieux l'hiver. Puis, Sophie, est-ce que le 30 octobre l'année passée, il faisait chaud, il faisait froid quand ça a brisé? Ce n'est pas encore une bonne mentalité. Celle-là, en plus, la température extérieure est disponible gratuite sur le web. Celle-là, vous ne mettez pas d'argent pour l'avoir. L'Environnement Canada vous la donne aux demi-heures ou aux 5 minutes. Fait qu'il n'y a pas de problème pour ça, mais c'est important de l'avoir aussi. Quand on compare nos données de production, je vois des gens dans les mines ici, un convoyeur extérieur là, qui est à moins 35 ou à plus 35, il n'y a pas le même comportement. Fait que si on fait juste regarder l'ampérage du moteur et on ne s'occupe pas de la température, peut-être ça ne nous dira rien. Fait que c'est important de recouper ça ensemble. La qualité de l'air. Certains procédés sont tributaires de la qualité de l'air qui rentre ou qui sort. La qualité de l'air, ça peut être la quantité de l'air après un filtre, ça peut être la qualité de l'air dans des épurateurs. C'est une donnée qui est importante parce que ça peut permettre de prévoir un bris. C'est pour ça qu'on en parle ici. Les données de production, on en a parlé tantôt, mais il y en a plein de données de production qui existent. Les paramètres de production, on voit dans les usines qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour monitorer un gearbox à l'entrée d'une ligne de production, mais ils ne savent même pas quels produits ils font cette journée-là. Comment je fais pour savoir si mon état de mon gearbox est bon à l'ampérage 17 aujourd'hui, si je ne sais pas ce que je produis sur ma ligne de production? Pour faire l'intelligence artificielle sur un gearbox, il faut au moins savoir ce qui passe sur la ligne. Donc, c'est de l'information qu'on a, mais que la maintenance n'utilise pas souvent. Mais je vous garantis que probablement toutes les usines ici, il y a quelqu'un quelque part qui sait qu'est-ce qu'il y a sur la ligne à ce moment-ci. Donc, c'est l'information qui doit être ramenée quand on va faire l'amélioration de notre maintenance. Les temps de cycle, min, max, moyen, il y en a parlé tantôt aussi. Un équipement qui, depuis 2 ans, il fait une pièce aux 2 minutes, qui est rendu aux 2 minutes 30. C'est peut-être un problème de production, c'est peut-être un problème de maintenance. Mais si on ne le voit pas venir, il y a une chance qu'un matin, ça soit panique dans la boutique parce qu'on est rendu à 3 minutes 10. Puis là, le patron, il dit « Je perds de l'argent quand je produis, vite, réglons le problème. » Mais ça fait 8 mois qu'on l'aurait vu venir si on l'avait suivi, cette tendance-là. Puis la production va dire « C'est pas de ma faute, c'est la maintenance. » La maintenance va dire « C'est pas de ma faute, c'est la production. » Mais prenez de l'avance sur ces choses-là, préparez-vous, puis levez le flag. Il me semble, production, qu'avant, j'étais à 2 minutes, je suis à 2 minutes 32. Là. On peut tous s'asseoir ensemble 2 heures, puis on va le trouver, le problème, pour éviter qu'à 3 minutes, le patron tire la cloche. C'est juste ça qu'on veut. On ne veut pas être en urgence. On va être planifié, on va être préparé pour faire nos interventions. Le nombre d'arrêts-départ, aussi bizarre que ça, votre compresseur d'entrée de votre usine, il partait 17 fois par jour. Avant, là, il part 52 fois par jour. Il y a peut-être un problème. Je ne vous dis pas c'est lequel le problème, je ne le sais pas. Mais c'est des choses simples que vous avez probablement déjà, des nombres d'arrêts-départ sur des convoyeurs, sur des drives. C'est tout dans vos PLC. Puis ça peut vous donner un indicateur qu'il y a vraiment un problème. Même nombre de choses. Vous avez une scie qui coupe quelque chose. Au lieu de changer la lame aux 3 jours, changez-la toutes les 750 coupes, ou 1000 coupes, ou 2000 coupes. Ça va être beaucoup plus efficace. Vous allez sauver de l'argent. Vous ne changerez plus de lame pour rien. Puis votre lame va toujours couper quand vous en avez besoin. C'est de l'information que vous avez peut-être déjà, ça. Avec le nombre de pièces produites ou rejetées. Vous avez une scie qui coupe une pièce, bien, toutes les fois qu'il y a une pièce bonne ou pas bonne qui sort, bien, faites un trait de coupe. Ça se calcule bien, c'est pas cher, c'est pas dur à implanter, puis ça amène de la valeur à votre département puis à vos équipes.
Différence entre deux points de procédé, ça c'est un exemple parmi 1 million d'exemples. Vous avez un procédé avec des capteurs de température dessus. Vous savez la recette. Si votre température varie, c'est peut-être un problème de production ou de maintenance, mais c'est à vos équipes de décider après. Est-ce que ça vaut la peine ou pas, cette valeur-là? Mais c'est à vos équipes, mais gardez l'esprit ouvert aux données disponibles. Autres données, là on est rendu vraiment au niveau des équipements. Vibration, il y a plein de monde ici qui font des routes de vibration. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la vibration, sont dans un graphique annualisé qui disent ma vibration augmente ou descend selon la température de l'environnement ou les pièces que je l'ai produites. Mais ça peut être important. La température de l'équipement, dans la majorité des drives des panneaux de contrôle, là, la température, elle vous la donne, la drive. Peu de gens s'en servent. Il y a un panneau de contrôle qui surchauffe. Là. Ça peut être une cause de problème ou un symptôme d'un problème. Il faut les suivre et les tenir en note aussi. Pression directe ou différentielle dans les filtres, les compresseurs, les pompes, les aspirations. Les changements de pression dans un tuyau, qui n'est pas normal, c'est relié à un problème. Puis on est là pour régler des problèmes, donc c'est important de les suivre. Les débits, l'ampérage des moteurs, on en a parlé. La consommation d'énergie aussi, c'est un bel indicateur. Beaucoup d'entreprises, maintenant, ont mis des capteurs d'énergie partout à cause des nouvelles normes. Mais servez-vous-en pour faire vos diagnostics. Mon convoyeur d'entrée, il tire plus d'ampérage qu'avant. C'est-tu normal? Je ne peux pas vous le dire. C'est à vous, à votre équipe, de savoir. J'ai ma courbe de mon ampérage de mon convoyeur d'entrée. Elle augmente depuis 1 an. Peut-être que je produis plus, peut-être que mon matériel brut a changé, mais peut-être que mon gearbox est en train de mourir. C'est pas, moi, je n'ai pas les réponses aux causes, mais je vous dis juste de rester ouvert d'esprit à ça. Données de maintenance, là, vous allez dire, il exagère, tout le monde a ça, mais moi, je suis dans beaucoup d'usines chez mes clients quand je vais là, j'arrive dans l'usine, je dis, mon cher client, cette scie-là, quand est-ce que tu as travaillé ça la dernière fois? Bouge pas, lâche la boîte de papier, puis je te reviens. Mais ça devrait être dans un système, puis savoir que la scie-là, la dernière fois, c'est Bob qui a touché, puis il a fait telle affaire dessus. Parce que la prochaine fois qu'il y a un arrêt sur la scie, si on ne sait pas ce qu'il a fait qui a été fait avant, on se travaille à travailler en boucle des fois. Chez certains de nos clients, le lundi, un mécano a juste quelque chose d'un bord, puis le jeudi, l'autre mécano a juste l'autre chose de l'autre bord. Puis à toutes les 2 semaines, ça roule. Mais vous me dites que ce n'est pas vrai, mais je suis sûr qu'on fait le tour dans certaines usines ici, on arrête ce genre de situation-là qui arrive. Les temps d'arrêt planifiés et non planifiés. Un graphique, comme je disais tantôt, ça fait partie du TRG, cette chose-là. Là. Est-ce que je fais plus d'arrêts planifiés que non planifiés? On espère que oui. Puis, c'est de le suivre dans le temps. Est-ce que l'été, j'ai plus de misère? Est-ce que l'hiver, j'ai plus de misère? Est-ce que la nuit, j'ai plus de misère? Est-ce que la fin de semaine, j'ai plus de misère? Mais ça nous permet de prendre des décisions puis d'aider le management à orienter les bonnes décisions pour avoir les bonnes manières de régler les problèmes. Valeur de l'inventaire. Je suis sûr que quelqu'un, quelque part dans vos usines, sait la valeur de l'inventaire au niveau de la comptabilité. Mais est-ce que la maintenance, vous le suivez? Probablement pas. Mais ça a un impact, parce que si vous avez trop d'inventaire, votre boss va couper d'autres choses en maintenance. C'est une donnée qu'il faut qu'il soit suivi par votre équipe pour dire « ça me prend les bonnes pièces au bon moment ». Puis pour ça, ça me prend l'historique des commandes, ça me prend de l'aide de livraison moyen. Est-ce que j'achète mes pièces trop de bonne heure ou je l'achète trop tard? Est-ce que ma machine est toujours arrêtée parce que je n'ai pas le Moses de bearing en stock? Ou j'en ai 12 bearings parce que la machine qui avait les bearings, mais ça fait 2 ans que je l'ai vendue puis je ne m'en sers pas. Mais ces 12 bearings-là dans l'inventaire, ils affectent votre problème d'argent de maintenance parce que la comptabilité, pour elle, c'est de l'argent qu'elle a dépensé pour vous autres et qui ne sert pas. Puis, ils ne vous le diront pas, mais globalement, ça va affecter vos budgets quand même. Donc, l'inventaire que vous avez, ça a une importance dans le département de maintenance aussi. On est rendu à la méthode de collecte des données. Parlons données. Moi, je suis un tripeux de données, mais les données, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, avez-vous un problème à régler? Si vous n'avez pas de problème, regardez-les pas, vos données. Si tout va bien, vos budgets sont beaux, la production est à 100 vos gens de maintenance sont tout à jouer dans leur iPad dans la maintenance, il n'y a pas de problème, la vie est belle. Mais si vous avez un problème, là, c'est le temps qu'on dit, ma machine A, elle a un problème trop souvent. Quelles données que je pense qui peuvent me servir à régler mon problème? C'est comme ça qu'on part un petit projet de données dans une usine si on n'en a pas. Puis après ça, est-ce que les données sont de bonne qualité et exploitables? Comme on disait tantôt, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de données, mais des fois, quand on se met le nez dedans, on se rend compte qu'on n'a pas la bonne date, on n'a pas la bonne échelle, on a des trous dans les données, ou la donnée qu'on pensait qui était pour la drive A et qu'on a que c'est la drive B. Donc, c'est important de s'assurer que les données sont de bonne qualité. Puis après ça, est-ce qu'on pense que c'est relié ensemble et ça peut nous aider à régler le problème? Quand on écrit ça de même, on dit c'est sûr, tout le monde fait ça.
Mais je suis dans une à l'année, puis je vous dis qu'il y a des projets d'automatisation puis d'ajout de capteurs, des fois, qui ne sont pas basés là-dessus. Ils sont basés parce qu'un vendeur a dit « Hey, moi, j'ai un super beau capteur que je mets sur ta machine, ça règle tous tes problèmes. » Mais ça tombe mal parce que c'est la machine que je n'ai pas de problème. Fait que ça ne vous amènera pas de plus-value au bout de l'année. Là, votre boss a dit « J'ai mis 5 000 $ sur une machine, là, elle allait bien avant, puis elle va encore bien, patron. Je peux avoir un autre 5 000 $? Pas sûr de l'avoir. » Les sources de données, je l'ai mis beaucoup. Ils m'ont tous dit « Mets trop d'affaires sur tes slides, mais c'est important. » Une donnée, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le gars qui fait le tour d'usine tous les lundis matin puis qui s'assure que les pressions sont correctes et il écrit sur une feuille. Ça peut être un afficheur quelque part dans un coin qui a un chiffre. Ça peut être un PDF ou un Word que la comptabilité envoie tous les lundis matin disant « Mardi passé, vous avez fait 1800 pièces. » Ça peut être des fichiers de texte CSV. Les anciens PLC et l'ancienne imprimante avaient des cartes mémoire. Chez certains de mes clients, ils récupèrent toutes les cartes mémoire puis ça, on a un système pour avoir de la traçabilité parce que c'est encore moins cher ça que de connecter tout ça. Des fichiers Excel, une connexion à une base de production. Des API, c'est la nouvelle mode. Beaucoup de capteurs IoT ont des API JSON dans le web. On envoie des requêtes, on envoie plein de données, c'est le fun. Des capteurs IoT qui parlent à une JSON ou qui envoient des données. Des réseaux PLC. Des connexions à des historiens. Si vous avez un Jean Paille ou un vieux Wonderware ou des historiens ABB, Rockwell, Siemens, toutes les grandes compagnies en ont, c'est vraiment une mine d'or pour vous autres. Ce qui va rester à faire après ça, c'est de réussir à vous connecter et à récupérer de la valeur à ces affaires-là, en passant naturellement par les TI qui vont dire en commençant « non, ce n'est pas possible ». Mais ça va être à vous autres de prouver que ça peut être possible, faire des petits projets qui amènent de la valeur encore. Ma flèche n'est pas belle, mais la flèche a dit en bas, c'est plus dur, plus facile à utiliser, puis en haut, c'est plus dur à utiliser. Prendre des papiers écrits à main pour les historiser, ça demande plus d'ouvrage que se connecter à un SCADA. Mais c'est toutes des choses qui sont disponibles. Puis selon vos besoins, puis selon l'équipement qui vous cause le plus de problèmes le matin, c'est peut-être des feuilles papier qu'il va falloir que vous commenciez à regarder. C'est plate, mais il faut aller où il y a un problème pour travailler dans ce sens-là. Le traitement de données maintenant, là, on va rentrer un peu plus en technique. Il y a des logiciels qui s'appellent des ETL, Extract, Transform and Load. Ce que ça fait, ça peut être Excel avec Power Query. Tout le monde a Excel chez eux. Je sais que les gens n'aiment pas Excel, mais ça peut être un pas pour commencer quelque chose. Puis l'avantage de le faire avec des logiciels comme ça, en programmation, c'est que vous ne serez pas tous les jours à copier des colonnes dans Excel puis refaire des totaux. Puis une fois sur deux, le gars de nuit ne met pas la colonne à la bonne place, puis le chiffre n'est pas bon. Quand on passe sur le logiciel automatisé comme ça, c'est un peu plus d'ouvrage au début, mais ça permet que la donnée elle rentre automatiquement tous les matins dans la bonne case sans se poser de questions. Il y a Power BI qui peut servir aussi, de la même manière avec Power Query. Puis si vous avez des logiciels comme Py, il y a Py Process Book, Py Vision qui permet de faire ces choses-là. Et on peut le faire en Python. Beaucoup de jeunes finissants universitaires aiment le Python. C'est possible aussi de faire ça. Ou, si vous avez des Rockwell, des ABB, des Siemens, ils ont souvent des outils qui sont disponibles. Après ça, est-ce que vous avez l'outil? Est-ce que vous avez la licence de la connectique? Mais ça reste dans vos côtés à regarder en faisant un projet qui peut amener de la valeur pour votre département. On analyse pour trouver quoi? Ça, c'est la vraie question. Bien, on cherche les tendances. Est-ce que mon ampérage de convoyeur augmente dans le temps? Est-ce que des variations? Est-ce que ma scie, l'ampérage de la scie, elle augmente dans le temps quand elle coupe moins? Mais ça serait un bon si. Si j'avais une scie puis je vois que mon ampérage monte quand ma lampe commence à être usée, bien, j'ai même pas besoin de compter le nombre de cycles. Je vais mettre une alarme quelque part en disant quand ma scie est rendue à tel ampérage, bien, on va changer la lame. Ça nous permet de sauver encore du temps, puis d'optimiser, puis de couper le coût des scies aussi, parce que ça a une valeur aussi, le matériel qu'on change pour rien. On parle de min-max des quartiers parce que ma vibration est plus grande sur un convoyeur qui était avant. Est-ce que mon ampérage minimum quand j'active ma valve à 0 est encore bonne? Parce que parfois, on voit des problèmes dans les pompes, les débitmètres. Si je ne demande pas de consigne à ma pompe puis j'ai un débit qui sort, bien, il y a un problème. Ça ne devrait pas, si ma pompe ne marche pas, qu'il n'y ait pas de débit, mais on se rend compte des fois qu'il y a des pompes de défoncer, des valves de défoncer, des fils de défoncer qui amènent des choses comme ça. Mais moi, ici, sur le stand, je peux pas vous dire laquelle de ces analyses-là va vous donner une réponse. Parce que ça doit être fait avec vos équipes, avec les gens qui connaissent les procédés, qui connaissent les données pour chercher de la valeur pour ces choses-là. Des pics ou des creux, c'est important aussi. Ma ligne est bien, bien belle, là. Puis tous les mardis à 5 heures, j'ai un pic par en bas. C'est peut-être normal, peut-être que quelqu'un fait un drainage d'une ligne, mais c'est peut-être quelque chose qui est mal programmé, qui fait un pic qui va causer un problème à moyen terme. Fait que les variations brutes d'un signal qu'on ne comprend pas, c'est un indice de quelque chose à comprendre. Puis c'est peut-être pas la réponse que vous allez attendre. Vous allez peut-être trouver un autre problème que vous ne cherchez pas avec ça. Des relations des événements, tantôt on parlait de l'ampérage d'une scie en fonction de l'usure de la lame, ça peut être ça. L'ampérage d'un convoyeur en fonction de la température, on voit ça dans les mines à l'extérieur. C'est des choses qui peuvent nous permettre,
quand on a compris la relation, de la programmer puis de dire, si je sors de cette relation-là, mais je m'allais une alarme. Des trous de données, ça aussi, c'est important de savoir ça. Si j'ai des trous dans mes données, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ma chaîne de données qui n'est pas bonne. Puis avant de dire, par exemple, faire de l'intelligence artificielle cette donnée-là, si j'ai des trous dedans, je vous garantis que ça n'ira pas bien tantôt. Fait que c'est important, ça permet de faire aussi un ménage de données qu'on va pouvoir pousser à d'autres systèmes par la suite. Mais des trous de données, c'est aussi important qu'une donnée. Il faut trouver pourquoi il y a un trou. C'est un processus d'essai-d'erreur, puis ça doit être fait avec des itérations. Vous allez arriver, vous avez 2 millions de points dans votre système Pi. Là. Commencez pas à faire les 2 millions de points demain matin, vous n'en sortirez pas. Commencez par des petits systèmes que vous comprenez. Faites des essais pour voir si on peut comprendre quelque chose. Puis quand vous avez réussi à comprendre un petit bout, bien, rendez-vous à l'étape d'après qui va être de l'afficher et de le montrer à vos gens. Puis l'autre question, gardez en tête que c'est vous autres les experts. Si ce que vous voyez dans les données, ça ne fait pas de sens, posez-vous une question. Es-tu vraiment bonne? Ça ne se peut pas que l'ampérage de la scie monte dans telle situation. Bien, posez-vous une question pourquoi elle monte. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris, ou il y a peut-être quelque chose de pas bon avec votre donnée. Mais gardez votre esprit critique dans tous les cas, ce là. Ce n'est pas de la magie. Ça n'arrête pas tous les problèmes. C'est vous les experts des procédés et de la maintenance. Donc, regardez ça en tête avec votre équipe. Méthode d'analyse maintenant. Bon, on a pris les données, on les a mis dans une base de données quelque part. On a un fichier Excel, un fichier Power BI, un SCADA. Maintenant, il faut l'analyser. Tantôt, on analysait pourquoi, mais ça, c'est l'outil qu'on peut prendre. On peut prendre encore Excel, Google Sheet, OpenOffice, c'est gratuit. On peut encore le faire en Python. On peut encore utiliser Power BI, Tableau, Google Data Studio, etc., etc., etc. Il y en sort 3 nouveaux par jour. Prenez juste la peine de choisir un bon. Puis l'important, c'est de regarder ce qui se fait à l'interne. Imaginons que votre comptabilité est dans le tableau comme système d'Intel pour l'affichage. Mais essayez de prendre quelque chose qui est déjà dans l'entreprise. Un, ça va être plus facile de avoir des ressources. 2, les connexions vers les points de données vont être plus faciles pour vous. Puis 3, rajouter 3 ou 4 licences sur un software, c'est plus facile que d'acheter un nouveau dans une entreprise. Fait que regardez ce qui se fait. Puis pour l'affichage, premier point, uniforme dans l'entreprise. Si depuis 5 ans, l'affichage, je dis que c'est vert, c'est un beau sapin de Noël vert, là, mettez le sapin de Noël vert, même si vous ne l'aimez pas. Comme ça, quand vous allez faire votre présentation à votre directeur d'usine, qui va peut-être voir des sapins verts, mais si vous mettez le sapin vert, il va comprendre ce que vous voulez dire. Dites pas, moi, j'aime mieux une boule de Noël verte. Non. S'il y a quelque chose dans l'entreprise, puis ça fait du sens, collez-vous à ce que l'entreprise a fait. Sinon, ça sera juste plus difficile pour vous autres à faire votre projet. Consultation rapide. Les gens n'ont pas tant de temps que ça dans la vie. Donc, si vous avez 150 points à regarder le matin, il faut que vous les passiez, puis si ce n'est pas rouge, on ne s'en occupe pas. Une fois de temps en temps, prenez le temps de regarder plus en détail, mais il faut que globalement, l'œil soit accroché par ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, vous n'avez pas besoin de le savoir, ça fonctionne, c'est normal. On voit là beaucoup d'usines, un paquet de beaux dashboards verts partout, là, puis des petits jaunes en bas. Les affaires vertes, ça fonctionne, c'est beau, c'est parfait, mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut des affaires qui ne fonctionnent pas pour les régler. Statut évident. Comme je vous dis, si c'est vert, il faut que tout le monde sache que c'est vert, puis c'est rouge, c'est toujours c'est rouge. Puis l'autre point, c'est là que beaucoup d'entreprises s'en fâchent. On est tous écrits en anglais dans les usines partout. Tout le monde parle du chiller, puis de la ci, puis de la ça. Puis on décide de mettre le mot français dans le dashboard parce que ça fait plus beau. Puis il n'y a personne qui sait c'est quoi cette maudite affaire rouge-là, parce qu'il n'y a personne qui l'appelle de même. Mais ça ne vous aidera pas à régler votre problème. Gardez une manière de parler qui veut dire quelque chose à vos équipes. Tout le monde appelle ça le chiller vert, même s'il n'est pas vert, mais mettez le nom qui est l'usine, ça vous occupe. Puis au pire, vous en ferez un autre pour la direction si vous voulez avoir des mots français, mais je n'ai pas le droit de vous dire ça. Mais je vous dis, il faut que ça parle à vos équipes. Ce n'est pas là pour être beau, ce n'est pas là pour plaire à la grande direction, c'est là pour que vos équipes aillent chercher de la valeur à ces indicateurs-là qui viennent donner qu'on a parlé au début. Le contenu accessible, on vient d'en parler, il faut que ça veuille dire quelque chose pour la personne. Puis c'est encore mieux si on a un lexique ailleurs qui dit « quand mon indicateur il est rouge », ça veut dire ça, puis c'est de même que ça se règle. Mais ça, c'est l'étape 3, 4, 5, je vous dirais. Là. Mais à moyen terme, quand mon indicateur est rouge, c'est intéressant que quelque part, il y ait un document qui explique à la personne « je suis un rouge à cause de ça ». Puis pour me ramener en vert, normalement, c'est ça qu'on fait. Mais ça, je vous dirais que c'est l'étape plus tard. Mais quand vous les faites, vous pouvez commencer à y penser en mesure aussi. Outils d'affichage, il y a Excel encore, il y a Power BI, puis il y a outils dédiés, puis il y a etc., 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 etc. encore. Vous prenez celui qui va votre affaire, celui qui vous parle, celui que votre usine utilise ou que votre corporation utilise. Quand on prend un logiciel du corpo, c'est plus facile d'avoir de l'argent et d'avoir de l'écoute de la direction par la suite. Ce n'est pas toujours le meilleur,
mais ça permet d'avoir une standardisation et une écoute qui est un peu meilleure à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on vient de parler là, des indicateurs, il y a du suivi et de la mise à jour à faire. Ça prend des revues périodiques. Mon collègue disait une fois par jour pour certains indicateurs. J'ai beaucoup de clients qui, tous les matins, regardent les 150 indicateurs et disent « oui, ça fait du sens ». Mais ça prend une revue périodique aussi plus profonde. Est-ce que c'est la bonne valeur? Est-ce que je dois ajuster mes affaires? Pour être en rouge, j'étais à 53 avant, mais il n'est pas assez souvent en rouge. On va le baisser un peu. Ça, c'est important aussi. Que l'indicateur, il veut dire vraiment quelque chose au quotidien pour les usines. Puis le point le plus important, c'est comparaison avec les problématiques rencontrées. Un matin, je rentre à l'usine. La nuit passée, il y a un convoyeur qui a brisé. Mais c'est important de s'asseoir et de dire, est-ce que dans mes 150 indicateurs que j'ai, j'aurais dû le voir venir, les convoyeurs qui ont brisé? Si je ne l'ai pas vu venir, c'est-tu parce que mes données sont mal ajustées ou parce qu'il me manque des données? C'est souvent un peu des deux. Là. Mais des fois, c'est juste un réajustement de certaines données qui aurait fait ressortir que le bris de convoyeur s'en venait. Puis là aussi, ça se travaille en équipe. Ce n'est pas une personne dans un bureau quelque part dans le monde qui va régler tous vos problèmes. C'est vous autres en équipe avec les gens, autant de maintenance que de production, vous êtes capable de chercher les bons indicateurs qui vont vous parler et amener de la valeur pour vos équipes. Non, il me reste encore plein de temps, mais on va parler maintenant d'intelligence artificielle, puis on ira à la pause plus de bonne heure après. Donc, quand intégrer l'IA? C'est ça que vous voulez tout savoir, vous êtes tous ici pour ça, parce que tout le monde parle d'IA depuis un matin. Bien, l'IA, c'est quand il y a une grande quantité de données à traiter qui sont bonnes. Si vous n'avez pas de bonnes données en grande quantité, vous n'êtes peut-être pas encore rendu à l'IA. Quand il y a plusieurs interrelations, on dit que typiquement un cerveau humain peut gérer 4, 5, 6, 7 relations selon la capacité de la personne. Quand on parle de ligne de production, on peut parler de 5, 6, 700 données. Après ça, on les regroupe en plus petites familles, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup de données. Puis c'est à ce moment-là que l'intelligence artificielle est bonne. Mais comme je l'ai tantôt, si j'ai des trous dans vos données, si les dates ne sont pas bonnes, si les dates ne changent pas, si les échelles ne sont pas bonnes, je ne suis pas sûr que ça va faire des succès d'intelligence artificielle. Donc, c'est important de contrôler nos données avant, parce que le nettoyage de données, ça a un coût autant quand on fait de la donnée standard que quand on fait de la donnée intelligence artificielle. Sur données standard, on parle de 50 données, ça se nettoie bien. 50 000 données, c'est un peu plus à nettoyer. Mais ça se fait, ça coûte juste de l'argent. Données multivariables, donc on interconnecte la pression dans mon compresseur avec la température extérieure, avec la vitesse, avec le type de production, puis la journée de la semaine. C'est pas mal difficile pour un humain normal de comprendre ça. Donc, l'intelligence artificielle, elle se trouve être pas mal meilleure à faire à ce moment-là. Puis aussi, lorsque l'analyse humaine devient trop complexe, en temps ou en ressources, c'est ce qu'on dit. Avec le temps, on peut arriver à plein de morceaux, mais l'intelligence artificielle nous permet d'accélérer ce temps-là puis de donner plus de valeur à vos équipes. Mais ça fait des belles images, par exemple. Donc, intelligence artificielle, tout le monde va vous le dire, on commence par un petit projet quick win. On ne commence pas pour un projet de 15 ans sur la machine de faire un virtual twin de machine de production de 150 machines. À moins que la corpo soit vraiment derrière vous et qu'il y ait vraiment beaucoup d'argent, ne commencez pas par ça. Faites des petits projets. La machine qui vous cause le plus de problèmes, est-ce qu'il y a moyen avec les données que j'ai de faire l'intelligence artificielle pour qu'elle me cause moins de problèmes et que ça ramène de la valeur au bout de l'année? Puis essayez de commencer par quelque chose où la valeur elle va se démontrer assez bien au bout de l'année. Parfois, on parle de problèmes hypothétiques qui peut-être coûtent de l'argent, mais ce n'est pas un bel exemple pour dire au bout de l'année, ça a coûté 50 000, ça en a rapporté 100. Parce qu'on reste dans la même bande capitaliste. Puis pour les projets, ça prend un retour sur l'investissement. Ce matin, on parlait de subventions, ça peut être aussi une bonne idée. Travailler avec les cégeps, les universités, faire un projet. La vitesse est différente, mais ça peut vous permettre de faire un projet quick win avec moins de coûts de votre côté. On parle de projets rentables, envisageables. À moins que votre corpo vous pousse à faire l'intelligence artificielle, faites-en pas si vous n'avez pas beaucoup d'idées de penser que ça va faire de l'argent. Parce que vous allez brûler la technologie, brûler le fournisseur ou vous brûlez vous autres mêmes par rapport au corpo, puis on ne veut pas ça. On veut que les projets, autant de petites données que l'intelligence artificielle, ça rapporte de la valeur pour que vous ne soyez pas brûlés et que les gens aient envie de continuer à en faire d'autres. Encore une chose, avoir un vrai problème à résoudre, vrai majuscule, un vrai problème. Pas, il me semble que ce serait le fun si je pouvais optimiser ça, parce que peut-être que je sauverais de l'argent. Ce n'est pas un vrai problème à résoudre, puis ça risque de finir par un projet qui va peut-être être un succès au niveau intelligence artificielle, mais qui ne ramènera pas de la valeur, puis le prochain projet, votre corpo ne voudra pas vous le payer. Faites-vous accompagner. Tantôt, on parlait de données. On le fait chez des clients. Beaucoup de clients, les données de base sont capables de les gérer eux-mêmes.
Mais quand on parle d'intelligence artificielle, faites-vous accompagner. Prenez une compagnie, celle qui vous fait votre affaire. Assurez-vous qu'elle comprend votre besoin, qui est dans votre marché, qu'il y a un outil qui va vous valoir de la valeur, mais faites-vous accompagner. Ce n'est pas le genre de projet qu'on va faire en de side le vendredi après-midi parce qu'on a un temps libre. Pourquoi mettre du IA? Vous allez me demander, bien, parce que ça réduit les coûts. Prévision, prédiction. Un beau projet d'IA, bien monté, bien structuré, va faire de la prévision et de la prédiction beaucoup mieux qu'un humain. Puis ça ramène de la valeur si on peut le démontrer, puis si c'est un projet dans un environnement où on a un vrai problème. Ça fait de la prédiction en temps réel beaucoup plus vite qu'un humain aussi. Vous êtes capable de voir que votre ligne dérape à toutes les secondes, 5 secondes, 10 secondes, 5 minutes selon votre besoin. C'est beaucoup plus efficace pour faire ça. Ça peut faire de la supervision 24/7, 365. Au lieu d'avoir quelqu'un devant un écran qui regarde si le chiffre varie, c'est possible de remplacer ça par de l'intelligence artificielle pour une partie de ce travail-là. Il faut garder l'humain en boucle, c'est important. Nos gens, ils connaissent les procédés, ils connaissent d'autres choses que l'IA ne connaît pas nécessairement, puis c'est important de les avoir. Mais les tâches sont répétitives et redondantes. On essaie de s'en débarrasser. L'IA, le lundi matin, 9 h, ou le vendredi soir pendant la game de hockey, là, il va être aussi bon pour regarder la TV. Le samedi, le dimanche, la nuit, le lendemain de Noël, il va faire le même travail tout le temps. Fait que ça peut être intéressant pour cette chose-là. Par exemple, il y a des défis spécifiques, par exemple. L'IA, ça demande beaucoup de volume de données souvent, puis beaucoup de calculs, puis intégrer ça à nos systèmes d'entreprise, c'est parfois un défi. Beaucoup de gens d'IA vont vous dire, on va mettre ça dans le cloud, ça va être super merveilleux, ça va tourner. Puis vous allez voir votre gars de TI, puis il va dire, non, ça ne va pas dans le cloud. Fait que là, ça va commencer, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ça va être de reconnecter, trouver des moyens avec le management. Ils vont dire, oui, ça prend un serveur interne. Fait que les 6 mois pour le serveur, après ça, on configure. Fait que ça peut être compliqué. Je ne vous dis pas que c'est compliqué. Chez certains de nos clients, c'est compliqué. Fiabilité des prédictions, ça a une tendance, ça peut dériver le IA. Puis, il ne faut pas penser que c'est là pour 50 ans, on ne les touchera plus jamais. Il faut les suivre. Comme les données qu'on parlait tantôt, quand j'ai un événement, est-ce que mon IA aurait dû me le prévoir, moi, je ne l'ai pas prévu? Bien, il faut ajuster nos dérives de IA. Le IA, il a appris en fonction de ce qu'on lui a donné, mais s'il y a des paramètres qui changent, par exemple, si on tune un IA du 1er juillet au 30 juillet, il fait super beau, c'est sec, parfait. Ça se peut que le 15 janvier, à moins 35, avec du vent et de l'humidité dans la pièce, qu'il dérape un peu dans ses prédictions si vos productions est à l'extérieur. Donc, c'est important de s'assurer que notre IA, de le suivre et de s'assurer que ça fonctionne bien. Il faut que l'utilisateur l'accepte. Le problème dans beaucoup de lignes, c'est qu'ils mettent un E et disent « C'est beau, gang, maintenant, c'est lui qui vous dit ce qu'il va faire. » Je vous garantis que la première fois qu'il va se tromper, là, ils vont laisser brûler l'usine avant de nous dire que ça a fait une erreur. C'est important que l'équipe au complet comprenne ce qu'elle va nous donner, puis qu'ils supportent le fait que c'est un outil comme un marteau pour un tournevis. Là. Dans le fond, c'est ça. C'est un outil pour nous aider à prendre une décision, mais ça ne remplace pas tous les problèmes. Ça a une certaine capacité et un certain point à s'occuper. Le IA, ça prend plus de maintien d'ajustement, puis ça prend des modèles à plus long terme. Donc, ça veut dire que votre budget puis vos disponibilités de ressources, c'est important de les prendre pour plus long terme. Votre projet d'IA qui dure 6 mois, il ne dure pas 6 mois. Parce que dans 6 mois, il va dériver, vous allez rappeler le fournisseur, il va venir une demi-journée, il va venir 2 jours, faire de l'ajustement, ça prend des budgets. Donc, un projet d'IA, il faut prévoir un budget pour le maintenir, parce que vous n'aurez probablement pas les ressources internes pour le faire. Vous ne pourrez pas cacher que c'est votre ingénieur qui fait ça par les soirs. Ça prend des ressources externes, ça prend des budgets pour maintenir ça. Puis l'autre partie importante pour l'IA, il faut que vous compreniez ce que votre consultant de votre firme a fait avec l'IA. Ça ne peut pas être une boîte noire qui vous répond oui puis non. Il faut comprendre pourquoi ça répond oui puis non, puis il faut le tester pour s'assurer que ça répond oui puis non dans le bon moment. Il faut s'assurer aussi qu'on peut garder le modèle. Si on fait avec une firme, puis la firme décide que ça ne fait plus, bien, il faut être capable de récupérer si on a mis nos billes, comment on l'a fait. Donc, en résumé, les données, ça offre, pour l'inventaire de la maintenance, ça augmente la disponibilité de l'équipement. Quand on travaille avec nos données, on est capable de voir les choses venir, donc on est capable de faire de l'intervention qui sont plus optimales, performantes dans un meilleur temps, puis ça augmente la disponibilité. Ça réduit les coûts de maintenance. Si on est capable de faire les bonnes interventions au bon moment et non pas les faire selon le calendrier, ça peut réduire les coûts de maintenance. Ça améliore la sécurité. On sait tous que la pire affaire pour avoir un accident, c'est une opération d'urgence le vendredi soir au changement de quart. Ma machine qui brise à 5 heures au changement de quart le vendredi, c'est toujours risqué qu'il y ait un accident. Donc, si on est capable de planifier nos choses, s'assurer que les interventions sont faites de manière planifiée, avec des bons de travail, avec une liste de pièces, tout le stock en inventaire, on va réduire
des accidents dans notre secteur. Puis ça optimise les processus. Quand on voit des données, on se rend compte parfois qu'on fait des choses au même moment. Ça nous permet d'optimiser les processus et d'être plus efficace à ce moment-là pour ça. Ça nous donne aussi des prises de décision plus éclairées. Comme disait tantôt mon collègue, ça veut dire, il me semble que Paul dit ça, puis Jean dit ça. Bien, prise de décision plus éclairée, ça veut dire qu'on est basé sur un chiffre. Oui, ça brise quand il fait moins 25 dehors. On le sait, à toutes les fois que c'est moins 25, ça brise. Arrêtons de nous poser la question, c'est le chiffre que ça nous donne, puis on le sait que c'est ça. L'important, commencez maintenant. Puis le deuxième important, faites des petits pas dans la bonne direction, le plus possible. Vous allez vous enfarger, vous allez faire des pas dans la mauvaise direction. L'important, c'est faites des petits pas, puis commencez maintenant. Tout le monde vous l'a dit, mais commencez par un petit projet, des petites données. Commencez à regarder si c'est disponible, puis ça va vous permettre d'améliorer vos choses. Une petite chose, je veux juste remercier mes gens de Suraline qui m'ont aidé à la présentation. Ils sont dans la salle ici, si ça vous intéresse. Puis on est rendu aux questions. On a un peu d'avance, on a même trop de temps presque. Mais vous irez au break, prendrez plus de café, vous irez nous voir en arrière. Merci beaucoup, François. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions dans la salle? Tout est trop clair. Tout est trop clair ou je pense qu'il y en a qui ont vraiment besoin de café. J'en aurais peut-être une pour toi, François. Bon, il y a quand même beaucoup de données là, qui peuvent être intéressantes à collecter. Oui. Comment on fait pour identifier vraiment les bonnes données qu'on doit collecter? Mais comme je l'ai dit tantôt, une donnée, ça doit servir à régler un problème. Donc, on regarde les problèmes qu'on a dans notre secteur. Puis on regarde est-ce qu'il y a des données qui sont disponibles et qu'on pense qu'ils vont nous aider à régler le problème. Suite à ça, on va investiguer, savoir est-ce que c'est vraiment une donnée qui va me permettre de le régler ou pas. Parfois, on a des surprises, on n'a pas de données. À ce moment-là, soit qu'on installe des nouveaux capteurs, soit qu'on fait des changements. Mais l'important, c'est que la donnée serve à régler un problème. C'est ça notre motif. J'aime ça parce que ça veut dire qu'on n'intègre pas de l'intelligence artificielle parce que c'est sexy ou parce que le voisin en a. On l'intègre parce qu'on a besoin. On l'intègre parce qu'on a un vrai problème puis qu'on pense qu'on a assez de données pour que ça vaille la peine. Parce que sinon, l'intelligence artificielle, il ne faut pas que ça devienne un jouet, il faut que ça amène de la valeur dans l'entreprise. Merci beaucoup, François. On a une question de Christopher. Est-ce que tu vas aller au micro, s'il te plaît? Ah. J'avais une question aussi, parce que, bon, de mon côté, c'est sûr que, comme tu l'as dit ici, il y a beaucoup de choses que je relate en quelques termes. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que les entreprises ne se lancent pas là-dedans? C'est quoi le plus gros bloquant, selon vous, de ce que vous avez vu, qui fait que pas capable de commencer? Le temps. Ils n'ont pas le temps de commencer à regarder ça. Quand tu as la course à régler les problèmes, tu n'as pas le temps. L'important, c'est de commencer. Pour ça que je dis commencer par des petits pas. Tu vas très pas trouver ma slide. Je ne suis pas capable de trouver ma slide. Celle-là ici. Des petits pas. Il faut commencer par un petit pas. Puis quand on réussit à goûter aux données et à voir que ça amène de la valeur, après ça, c'est plus facile de chercher de l'argent pour augmenter. Parce que tout ce que je dis là, c'est beau, là, mais ce n'est pas nécessairement fait par l'équipe interne. Ils ont déjà 50 heures d'ouvrage par semaine. Mais c'est l'équipe interne qu'il faut qu'ils travaillent à développer un projet puis de la valeur. C'est pas vrai que si on prend un consultant, il dit « Viens regarder mes données, trouve-moi quelque chose ». Oui, il va trouver quelque chose, mais ça ne sera peut-être pas où ça fait mal, puis ça ne sera peut-être pas dans le sens que vous voulez aller chercher. Les données, ça appartient à l'usine, ça vous appartient, puis c'est vous avec votre équipe de production puis de maintenance qui doit travailler là-dessus. Merci beaucoup. On avait... ça fait la file maintenant pour les questions. C'est François, au fond, c'est ça? Non? Non. Vous, là? Au micro, oui? Non. Christian Pelletier de la Ville de Québec. Bonjour, Christian. Les délais de livraison dans les systèmes de pièces stock, oui. Est-ce que vous connaissez des entreprises qui ont tous les délais, mettons, qui ont 5000 pièces stock? Non. Tous les délais sont là. Comment? C'est quoi l'historique? Je n'en connais pas qui ont tous leurs délais. Mais il faut parler aux gens de la comptabilité. Normalement, la comptabilité, elle sait la journée qu'elle fait son bon de commande, puis elle sait la journée qu'elle paye la facture. Fait qu'ils ont déjà l'information. Eux, la comptabilité a sûrement ce données-là. Il n'est pas rendu à maintenance parce que les systèmes ne se parlent pas, parce qu'on n'a pas apporté de la valeur en disant ça nous l'apprend, nous autres aussi. Parce que je vous garantis que votre comptable, il ne paye pas sa pièce n'est pas rentrée. Fait que donc, il sait quelle date est rentrée, puis il sait quelle date il a passé la commande. Donc, le calcul entre les deux, il se fait. Mais c'est possible que le système ne parle pas au système de maintenance. Fait que la donnée de délai de livraison n'est pas quand même systématiquement dans les entreprises que vous avez connues qui étaient présentes? Non, elle n'est pas systématiquement traitée par la maintenance. OK. Merci. Systématiquement, je dirais même beaucoup plus bas que ça dans l'histoire. Oui, hein? OK. On va prendre une dernière question. Amine? Oui, moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation de l'IA dans le traitement, l'analyse des problèmes complexes. Parfois, sur certaines machines, nous avons tellement de paramètres, tellement de valeurs, de données qui remontent et que
au cerveau humain, c'est tellement compliqué de traiter surtout les corrélations entre ces différents paramètres qu'on pense ne pas exister à première vue. Est-ce que vous avez des exemples de projets où l'introduction de l'IA a permis justement de résoudre des problèmes interconnectés et complexes? Je vous dirais que chez nos clients, ils utilisent l'IA principalement pour des... on voit ça dans les gros transformateurs, chez mes clients, des transformateurs de haute puissance, des équipements qui valent plusieurs millions de dollars. C'est là que chez mes clients, ils voient du IA intégré. Des gros systèmes de pompage ou des systèmes d'épuration qui sont reliés à des normes environnementales. Mais dans les petites entreprises, sur des petits équipements, j'en ai pas vu beaucoup, honnêtement. Ça prend de la valeur. Il faut que l'argent qu'on met dans l'IA nous ramène de l'argent à moyen terme. Donc, si j'ai un transformateur qui coûte 10 millions, qui est 5 ans de livraison, ça vaut la peine de penser à faire du IA pour s'assurer que mon transformateur reste en vie. Si j'ai une pompe qui vaut 50 000 puis j'en ai 3 en magasin, je ne commencerai pas par là. Est-ce que ma réponse vous satisfait? François est tellement bon à synthétiser son idée. On va prendre la question de monsieur. Votre nom, votre entreprise? Taklif, Industrie, Varennes. Bonjour François. Bonjour. J'avais une question concernant, par exemple, les data. Admettons, on fait la collecte des data, on analyse, on a les KPI. C'est quoi le conseil que tu vas donner aux entreprises? Parce qu'on sait très bien que les entreprises ont un petit blocage pour faire un pas en avant vers l'innovation. Il y a certaines entreprises qui vont collecter les data, mais ils vont s'en servir en regardant les indicateurs pour pallier au problème à la place d'aller attaquer les root causes pour l'éliminer. C'est quoi ton conseil avec ton background que tu nous donnerais, par exemple, nous qui faisons ces erreurs? Quand tu parles de DA, juste pour être sûr de quoi tu parles pour... Comme toute la donne qu'on collecte, OK. oui, on a des indicateurs. Admettons, je parle entre autres de la maintenance sur les projets, par exemple. OK. Depuis tantôt, je répète que l'important quand on fait de données, c'est d'avoir un vrai problème puis un vrai projet. Puis, dès qu'on est capable d'attacher une donnée à un vrai problème, puis d'aller chercher de la valeur rapidement, ça permet d'aller de l'avant. Puis, comme je disais tantôt, les gens, ils le font pas, c'est pas par mauvaise foi, c'est souvent par manque de temps ou par manque d'opportunités à l'interne. Beaucoup d'entreprises veulent beaucoup parler d'IA, des choses de même, mais dès qu'on dit ça me prendrait une connexion au serveur de base de données de la production pour acheter les données, bien là, ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas. Le management ne voudra pas. Donc, il faut que les entreprises y aillent et voient comment ça a de la valeur, les données. Puis, une donnée qui est historisée là, depuis 10 ans, ça a une valeur inestimable dans l'entreprise pour régler des problèmes. Puis s'assurer que le problème ne reviendra pas. Donc, après ça, pourquoi les entreprises ne le font pas? Moi, je pense que c'est un manque de temps au niveau des gens de maintenance. Puis peut-être un manque d'intérêt parce qu'on ne voit pas la valeur de ce que c'est là comme que c'est là pour l'entreprise à ce moment-là. Ça répond? Oui. Parfait, merci. Merci beaucoup, François, pour la conférence. Je vous invite à vous joindre à moi pour le féliciter et le remercier. Merci.